Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Le retour de Kaoli Vast hier soir, le champion olympique de surf revient à Tahiti après avoir célébré sa médaille à Paris avec les autres athlètes. La population est venue nombreuse à son arrivée dans une ambiance très chaleureuse à l'aéroport. Et la fête des Jeux Olympiques se poursuit un petit peu en ce moment même à la présidence, l'occasion de remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de la compétition. Nous retrouverons en direct sur place Heyari Tayata pour vivre l'ambiance de cette soirée. À l'heure de la rentrée scolaire, 7 Polynésiens occupent un poste de chef d'établissement sur les 35 du secondaire en Polynésie. Rencontre ce soir avec Reimana Louette, à 42 ans. Cet ancien enseignant vient de décrocher le concours brillamment et s'apprête à prendre ses fonctions en région parisienne. Les hicks de la rentrée avec toujours le ramassage scolaire à la peine. Pas assez de bus, trop de retard, manque d'abris. Le problème n'est pas nouveau mais pénalise les élèves, notamment à Moorea et à Taha. Et pour en parler, Heinou Ilokai est notre invité ce soir. Il est l'un des rapporteurs d'une mission d'information sur les transports scolaires pour l'Assemblée. Il nous dira pourquoi les améliorations sont si longues à arriver. Et puis du sport en fin de journal avec les championnats du monde de vitesse de Va'a à Hawaï. Tahiti réalise un doublé en para-Va'a avec 2 médailles d'or pour cette première journée. Le champion olympique Kaoli Vast est donc rentré hier soir en Polynésie après avoir célébré sa médaille d'or à Paris avec les autres athlètes français de ces Jeux. Dès son arrivée à l'aéroport, la population lui a réservé un accueil en musique et en danse. Ambiance avec Melissa Chong et Heidi Yenko. Le légendaire Paoti de Kaoli Vast a voyagé à travers le monde, mais c'est peut-être ici, au Whenua, qu'il est le plus beau. À sa descente de l'avion, le champion olympique de 22 ans a encore du mal à réaliser ce qu'il vit. C'est incroyable, c'est dur à expliquer, mais le fait d'être entouré d'autres personnes qui ont quand même marqué l'histoire, là, comme Léon, qui a gagné 4 médailles d'or, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur déjà de rencontrer des personnes comme ça, d'avoir le privilège de rencontrer des gens comme ça, d'avoir pu serrer la main et tout. Donc non, c'est top et ça motive. Derrière chaque intervention médiatique, le soutien moral de Kaoli, c'est elle, sa maman. Elle n'a pas hésité à embarquer dans ce marathon post-victoire très singulier. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment très très chaud au cœur. On a marqué l'histoire. Oui, non, c'est vrai. Je m'en suis rendu compte à Paris, effectivement, quand je l'ai accompagné, qu'il a fallu répondre à toutes les demandes pendant 4 jours. Avec une foule de fans au mètre carré, l'aéroport de Tahiti Fa'a se remplit vite. Certains viennent de loin, à l'image de ces danseuses de Te Aupo. C'est un honneur qu'un Polynésien puisse participer aux Jeux Olympiques. Du coup, on s'est tenu en travers la danse. Ça crée grande fierté. Et puis un grand faoura pour nous, hein. Et avoir notre enfant comme champion, c'est que du bonheur. L'athlète compte bien se ressourcer en famille pour préparer au mieux ses prochaines échéances sportives. Et pour rester dans cette ambiance festive, la présidence accueille les 90 bénévoles, les entreprises partenaires et la centaine de représentants des services du pays qui ont participé à l'organisation de cette épreuve des Jeux Olympiques. Image tournée tout à l'heure dans l'après-midi. À noter que le matériel de Paris 2024 sera transmis en grande partie à la Fédération tahitienne de surf. On écoute la réaction d'un bénévole recueilli sur place par Heidi Yenko. Ça s'est très bien passé, j'ai adoré participer en tant que volontaire pour la FOL et pour tout Warunui aussi. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Des bons souvenirs, surtout des fan zones, ça m'a beaucoup plu. J'aimerais qu'on recommence aussi plus souvent ces genres d'organisation. Et nous retrouvons en direct à la présidence Heyari Tayata avec Dylan Fels à la caméra. Heyari, y a-t-il encore cette ferveur des Jeux Olympiques ce soir ? Oui, bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Pour le moment, à l'heure où on se parle, et bien regardez derrière moi, le dîner vient de commencer, donc la ferveur s'est un petit peu calmée. On est passé à autre chose pour le moment en tout cas. Mais regardez derrière moi, vous reconnaissez les 90 bénévoles qui sont là, on les reconnaît avec leur tricot bleu foncé. Pour le moment, c'est assez calme, Lucille, mais il y a une quinzaine de minutes, ils ont tenu, même s'ils étaient les invités, ils ont tenu à monter sur scène et à offrir un spectacle magnifique ce soir. Ils ont interprété des chants et on a pu noter la cohésion qu'il y a à travers
ces jeunes bénévoles. On voit, il faut le dire, ça fait plusieurs mois, déjà plus de 10 mois qu'ils travaillent ensemble. Ils ont été formés ensemble. Et justement, ce soir, vous le voyez peut-être à l'image, vous voyez le gouvernement derrière, le président Moïté Bouderson, mais aussi un peu plus près, donc la présidence du FOL, donc qui ont formé ces jeunes. Ce soir, le gouvernement a voulu organiser ce dîner en leur honneur et a voulu surtout leur rappeler l'expérience et la richesse avec laquelle la richesse qu'ils ont pu acquérir pendant ces Jeux Olympiques. Ils ont été formés, ils ont eu accès à des diplômes comme le PSE1, le BAFA, l'assistance sanitaire, mais aussi ce soir, avant le dîner, ils ont reçu un diplôme spécial, un diplôme de reconnaissance de la part du pays qu'ils pourront joindre à leur CV, qui atteste en tout cas de leur courage et de leur vaillance lors de ces Jeux Olympiques. Pour terminer, Lucille, regardez encore un petit peu, comme vous l'avez dit, il y a tous les partenaires qui sont venus. C'est près de 500 invités qui sont actuellement à la présidence ce soir. Et vous le voyez encore une fois, donc c'est en l'honneur de ces bénévoles, 90 bénévoles qui repartent grandement agrandis après ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Réali Tayata, en direct de la présidence avec Dylan Fels à la caméra donc. Et après la ferveur des Jeux Olympiques, place à la rentrée scolaire tout au long de cette semaine. Zoom ce soir sur l'école hôtelière de Tahiti. Alors que le secteur touristique est la principale ressource du pays, l'établissement accueille 670 élèves cette année. De la première au BTS, ils se forment au métier de la restauration et de l'hôtellerie, sommellerie, pâtisserie, accueil-réception. Ils sont presque tous assurés de décrocher un emploi à la clé. On voit cela avec Toulourou Guérard et Mirko Vanfo. Je vais garder les élèves de CS 5 minutes. CS pour certificat de spécialisation, une formation novatrice d'une durée d'1 an. Elle est proposée par l'école hôtelière de Tahiti depuis 2021. Aujourd'hui, ils sont près de 45 élèves à faire leur entrée. Parmi eux, Panya, venu de Thaïlande, a choisi la spécialité traiteur. Quand j'ai retourné en Thaïlande, je vais ouvrir mon restaurant. La cuisine thaïsienne, français, thaïlandais, un peu tout mélangé. Cuisine thaïlandaise, c'est très piquant, quoi. Il y a beaucoup de piment. Ici, c'est un peu exotique, quoi. Pour sa camarade Vandi et pour beaucoup d'autres élèves, cette certification leur permet de pratiquer le métier et de favoriser leur insertion professionnelle. J'ai remarqué pendant mes années scolaires que la théorie et moi, on ne s'entendait pas. Du coup, j'ai plutôt basculé vers la pratique et j'ai vu qu'on apprenait plus en pratique qu'en théorie. Du coup. Les élèves ne travailleront que du lundi au mercredi et en fin de semaine pourront se rendre en entreprise, spécialement les apprentis, pour approfondir leur savoir. Et donc, ça va être la continuité de la formation. En partenariat avec le GREPFOC, un organisme de formation, l'école hôtelière de Tahiti propose 7 certificats de spécialisation. Avec les années, la demande ne cesse d'augmenter. Une petite victoire pour l'établissement. Cette année, ça prend vraiment de l'ampleur, puisque nous avons 7 certificats de spécialisation et à peu près 6 voire 7 apprentis dans chaque certificat. Nous avons deux certificats de spécialisation en post-bac pour la sommellerie et l'accueil-réception. Et ensuite, nous avons les autres certificats de spécialisation de niveau 3. Les 45 apprentis débuteront la formation lundi et seront placés en entreprise dès la semaine prochaine. Lui aussi va bientôt faire sa rentrée. À 42 ans, Reimana Louette s'envole ce soir pour l'Hexagone où il commencera sa fonction de principal stagiaire pendant 2 ans dans un collège parisien. Professeur de biotechnologie, il a réussi brillamment le concours pour être chef d'établissement. Rencontre signée Nicolas Suire et Hubert Liao. Monsieur Louette, est-ce que vous pourriez nous rappeler quel a été votre rang au classement final ? 47. 47e sur 680. Reçu au concours de recrutement de chef d'établissement, Reimana Louette vient faire un dernier au revoir aux professeurs et également aux élèves. C'est un président qui a toujours été là pour nous. Surtout, vous avez prévu quelques projets pour nous l'année dernière. On n'a pas pu terminer ça. Et ensuite, c'est un prof qui est tout le temps à l'écoute des élèves. Humainement, c'est une personne qui est super, qui avant tout est là pour les élèves et qui donne pour les élèves. Je pense que ça suffit en fait, c'est la potion magique pour être bien dans un établissement d'enseignement.
Ancien employé de l'administration il y a 15 ans, il est devenu professeur 8 ans plus tard. Il est désormais chef d'établissement à 42 ans. Une nouvelle aventure, un saut dans l'inconnu. Il va dans un collège à Paris qu'il ne connaît pas, auprès d'élèves et de professeurs qu'il ne connaît pas, pour assumer une fonction qu'il n'a jamais exercée. Aussi, il a pris conseil. Donc vous avez besoin de bien connaître les gens. Les professeurs, quels sont leurs besoins? Parfois ils sont parents, parfois ils sont parents accompagnants, ils ont des personnes âgées à la maison, ils ont besoin d'un emploi du temps qui soit adapté. Vous n'avez pas toutes ces informations-là. Pour que ce soit fluide, il faut que vous ayez cette notion de RH en fait. Bon, il y a de la complexité partout, mais comme disait Ingrid, il faut apprendre à connaître les gens et il faut faire preuve d'humanité. Et puis il faut laisser le temps faire aussi pour apprendre à connaître son personnel. Pour plus de conseils, il est même allé voir la direction de l'éducation et des enseignements. Alors nous avons depuis régulièrement un nombre conséquent de préparationnaires, de Polynésiens qui se projettent vers davantage de responsabilités dans le système éducatif et nous en avons besoin, nous les encourageons. On n'est pas tout seul en fait, on est une équipe. Donc quand on a nos moments de faiblesse, il faut savoir sur qui s'appuyer. Et puis quand nos collègues aussi sont dans des moments de faiblesse, on est là pour les épauler. Donc c'est ce que je retiens, c'est l'esprit d'équipe. Prêt donc à s'adapter à toutes les situations par amour pour l'enseignement. Reymana quitte ce soir la Polynésie afin d'acquérir de nouveaux moyens d'aider les élèves du Fénois dans leur parcours scolaire. Et à l'heure actuelle, 7 Polynésiens occupent donc des postes de chef d'établissement sur les 35 du secondaire en Polynésie française. La rentrée parfois mise à mal par les problèmes de transport scolaire. À Moorea notamment, il y a 2 fois moins de bus que l'année dernière. À Taha, le manque de véhicules impacte également la scolarité des élèves. Et un peu partout, pas assez d'abribus, des horaires aléatoires, paroles d'usagers recueillies par Toulourou Guérard et Mirko Vanfo. Pourquoi pas des petites maisons en fait, déjà on est sous le soleil. Ça oui, pourquoi pas déjà. Ouais, des bons, parce que c'est pas évident, parce que des fois, même, surtout quand il pleut, quand il pleut, c'est pas évident, on est là avec des parapluies et avec 4 gosses. Quand on entre dans le bus, il faut qu'on scanne une carte des fois, mais sauf que des fois les machines ne fonctionnent pas. Donc du coup, ce qui fait qu'on est obligé de payer, mais quand on n'a pas de sous sur nous, on attend le prochain bus qui ne viendra pas parce qu'on n'a pas de sous. Donc on rentre. Qu'ils arrivent vite et qu'on ne loupe pas les bus. Quoi. Ça t'arrive de louper? Oui, des fois ça m'arrive de louper, comme ce matin aussi, comme le bus n'est pas vite aussi arrivé. Parfois les bus n'arrivent pas à l'heure et ça prend du retard dans notre milieu professionnel, on va dire. Il n'y a pas assez de bus. Ou sinon, des fois il y a des bus qui passent mais ils ne nous prennent pas parce qu'il y a quand même beaucoup de monde déjà. Ouais. Peut-être aussi un point à améliorer, c'est peut-être l'application. Mettre à jour l'application pour que ça soit plus pertinent de pouvoir l'utiliser. Heinou Lecaille, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous êtes représentant Tavini à l'Assemblée et vous présidez la commission de l'éducation. Un rapport sur les transports scolaires terrestres a été rendu en juin dernier. Dans les grandes lignes, le constat est préoccupant tant au niveau des équipements que du personnel. Les usagers se sentent oubliés. Avant tout, qu'avez-vous envie de répondre aux élèves et aux parents qu'on vient d'entendre ? D'abord, c'est la première fois qu'on lance une telle mission d'information et qu'on va en profondeur dans la problématique du transport scolaire terrestre. On a couvert à peu près toutes les problématiques et les difficultés de tous les usagers jusqu'aux élèves à un besoin particulier pour bien comprendre quelles sont leurs difficultés et comment on pourrait améliorer ça. On a donc publié un rapport qui comprend 47 préconisations et qui sera finalement la feuille de route à venir du gouvernement pour le transport scolaire terrestre. On a entendu, ça fait des années qu'il y a des difficultés. Cette fois-ci, on a pu donner la parole à tous ces élèves. On a auditionné pratiquement via un formulaire en ligne. On a récupéré les avis de 1000 élèves à peu près. On a auditionné 186 personnes, des parents d'élèves, aux élèves, aux usagers jusqu'aux décideurs. Et la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la régularité des transports, c'est les infrastructures qu'il faut améliorer pour mieux protéger nos élèves, mais aussi tous les usagers. À l'heure actuelle, je sais que le ministre des Grands Travaux et des Transports a lancé des études pour qu'on construise plus d'abribus et des abribus qui vont protéger davantage la population. Il y a également les terminus à aménager.
Il y a également la souffrance du personnel, des transporteurs. On a vu que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de violences. Aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait des accompagnateurs également au niveau du transport des élèves du secondaire. Des accompagnateurs formés? Des accompagnateurs formés et des chauffeurs aussi formés. C'est une exigence qu'il faut pour aussi qu'ils puissent aussi venir être formés au premier secours. Il y a beaucoup de problématiques qui sont déjà identifiées depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir aux parents d'élèves, aux élèves qui prennent le bus tous les matins? Patience encore un petit peu? Alors, je sais que des premières réunions ont déjà eu lieu entre les différents services, notamment la DG2E, la direction des transports et aussi le transporteur, pour évaluer le coût des préconisations que l'on a fait, aussi évaluer le temps qu'il faut pour les mettre en place, évaluer les moyens humains qu'il faut. Ce que je sais, c'est que dans les mois à venir, nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation pour intégrer dans la réforme du système scolaire ces préconisations. Et je sais également qu'au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation, ils vont remettre en place un centre de formation pour les permis poids lourds et permis transport en commun via les établissements de formation locaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour mettre en place ces préconisations concrètement? Est-ce que c'est juste une question de véritable volonté politique? Non, je pense qu'il faut planifier ça, il faut évaluer ça au niveau financier. On sait qu'aujourd'hui, il y a une convention collective qui doit se mettre en place depuis des années et ça a un certain coût. Il y a toutes ces différentes facettes de la problématique à prendre en main. En tout cas, on est très attentif à ça pour qu'au moins en 2025, les choses s'améliorent. 2025, le rendez-vous est pris donc. Oui. À la rentrée en tout prochaine. cas, je vais suivre ça de près. Actuellement, je suis déjà ça de près depuis cette rentrée-là. Je suis derrière les services pour qu'on fasse avancer les choses. Aujourd'hui, il y a une DSP qui encadre le transport sur Tahiti. Une délégation de service public. Voilà, délégation de service public. Il y a des choses à améliorer dans cette délégation de service public. Et je suis ça au pas à pas avec les services aussi. J'essaie de les pousser au maximum pour que les choses s'améliorent. Parce que nos enfants aussi sont en souffrance. Le premier bus qu'ils prennent, c'est à 4 heures du matin. On a fait également le parcours des élèves du Finoé-Chéri, c'est à 3h30 du matin. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Nos élèves ont besoin d'être en meilleures conditions pour être en bonnes conditions pour apprendre à l'école. Affaire à suivre donc. Merci Heinou Lecaille d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes représentant Tavini à l'Assemblée et l'un des rapporteurs de cette mission d'information. Et président de la commission de l'éducation. Et président de la commission de l'éducation, évidemment. Merci. En bref, au palais de justice, Frédéric Bennett-Chambellan est le nouveau procureur général près la cour d'appel de Papeete. Il succède à Thomas Pizon. Il a déjà occupé cette fonction à la cour d'appel de Rennes, une des plus grandes cours de France, et à Rouen. Il a également exercé comme sous-préfet, mais il s'agit de son premier poste en Outre-mer. Direction Hawaï à présent, où se tiennent les championnats du monde de vitesse de Va'a à Hilo. Au programme de cette première journée, 19 séries qualificatives et 2 finales. Tahiti commence fort en remportant une grande majorité de ces séries et surtout les 2 premières médailles d'or de la compétition. On voit cela avec Johan Buit, avec des images de West Leclerc et Hiyari Tuihani. Première journée de compétition qui commence avec 1 heure de retard et un peu de confusion côté Tahiti qui mène à une disqualification dès le départ dans la série femmes de plus de 60 ans. L'homme de Tahiti souvent aligné dans les couloirs extérieurs considérés défavorables. La Fédération internationale de VA assure qu'il n'y a pas de polémique. Nous avons un système de tirage au sort pour les couloirs, un système par ordinateur utilisé depuis 2006. It is a random system. So all of the entries come in to the system as the countries enter, and then the lane draw. Toutes les inscriptions de tous les pays rentrent dans le système et un tirage au sort est effectué avec une sélection de couloirs totalement aléatoires. Il y a les têtes de série et le système ne mettra pas plusieurs rameurs de Tahiti et d'autres pays dans la même série. The computer system will make sure that not all of Tahiti is in the same race. Everything that is happening here is as per normal, and Tout se passe à la normale. Nous n'avons pas de problème. Il n'y a pas de polémique concernant Tahiti. D'ailleurs, nous sommes très heureux que Tahiti soit présent aujourd'hui. We're super happy to have Tahiti here. Peu importe le couloir, Tahiti a fait forte impression avec 12 victoires sur 17 dans les séries qualificatives. Ce sont les juniors en catégorie élite qui ont montré la couleur avec le meilleur chrono de la journée dans le sprint de 500 mètres. Et malgré la pluie, ils finissent avec un temps de 1 minute 48 secondes.
Ouais, on sait qu'on était à l'aise. On a fait notre poussée. On a fait comme on fait à l'entraînement. Hein. On a appliqué ce que les coachs ont dit. Et ça va, on est tous taroués. Hein. On s'entend bien les copains. Et voilà, c'est tout. Les courses de la journée reviennent à l'équipe mixte de Paravaa qui ont remporté les finales du 500 mètres et 1000 mètres. Très très grande sensation. En plus, voilà, la première médaille d'or handisport de Tahiti. On ouvre le bal des médailles. Qui plus est, la médaille d'or, donc on est carrément content. On a une super ambiance, super cohésion avec notre... moi je dis ça va être notre mascotte maintenant parce que je tiens à le préciser, elle a commencé la rame 2 semaines avant le Polynésie première, donc pour vous dire, donc elle a quasiment pas un an de rame. Elle est championne du monde, donc félicitations avec Eilani, notre deuxième femme, parce qu'il faut dire que notre difficulté à Tahiti, c'est qu'on n'a pas beaucoup de femmes en handisport. Et au niveau du championnat du monde, il faut absolument 2 femmes en handisport. Les séries qualificatives ont continué tout au long de la journée. Les finales dans les catégories élites sont prévues demain à partir de 8h. Avant de refermer cette édition, nous vous en rappelons l'un des principaux titres. La rentrée un peu chaotique des transports scolaires, manque de véhicules, absence d'abribus, retard. Les problèmes sont connus et identifiés, relevés même dans une mission d'information de l'Assemblée. Parents et élèves attendent des améliorations à très court terme. À suivre, la série Les Invisibles, puis le jeu Fort Boyard. L'information locale continue dès demain matin, 6h30 en radio, avec David Chang et Tita Wadoum. On se quitte sur les images de l'arrivée festive de Kaolivast hier soir à l'aéroport. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.